Bonjour Stephen Smith. Bonjour. Professeur d'études africaines. Vous publiez un livre absolument incroyable, Révélation sur l'affaire Ben Barka, 60 ans exactement après l'enlèvement en plein Paris de cet opposant au roi Hassan II au Maroc. On était le 29 octobre 1965. 60 ans après, vous dites, Stephen Smith, vous êtes en mesure de nous dire la vérité sur cette affaire? Oui, c'est le récit de l'affaire Ben Barka du début à la fin, fondé sur des preuves écrites. Nous avons eu de la chance avec mon co-auteur Ronan Bergman, qui travaille au New York Times et qui est basé en Israël. Nous avons eu de la chance parce qu'on a eu des documents secrets, des documents israéliens, pour la plupart d'entre eux du Mossad, et qui sont des témoignages de l'époque. Donc, ces documents ont été écrits au moment même des faits, non pas pour manipuler un public, mais comme des notes de service, par exemple de Paris ou de Rabat, d'une antenne du Mossad qui a envoyé des dépêches au quartier général. Et donc là, nous avons, comme on dit en anglais, a paper trail. Donc on a une trace écrite, minute par minute, heure en heure, de ce qui se passe. Et par exemple, lorsque l'assassin de Mehdi Ben Barka, qui se trouve être non pas le général Oufkir, mais Ahmed Limi, son adjoint, quand il séjourne à Paris pour tuer Ben Barka, il passe à peu près une quarantaine d'heures à Paris. Et sur les 40 heures, il passe 5 heures avec des agents du Mossad. Donc le Mossad est vraiment aux premières loges. Et grâce à ces documents et d'autres documents, d'autres archives, notamment à Prague, nous avons pu raconter pour la première fois l'affaire, non pas suivant des pistes, des témoignages, mais sur la base de documents. Oui, mais ça fait 60 ans, Stephen Smith. Des dizaines d'ouvrages, d'articles, de témoignages. Jusqu'ici, on n'avait pas percé le secret de l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Vous prétendez aujourd'hui avoir cette vérité ? Oui, pour l'essentiel, toutes les grandes questions, on peut les égrener l'une après l'autre. Qui a tué Ben Barka? Quels États étaient impliqués? Qui a donné l'ordre? Est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était un meurtre prémédité? Toutes ces questions, on peut y répondre. Nous montons aussi sur les épaules de tous ces investigateurs dont vous avez parlé. Comme nous tous, on s'est trompé par moment, on a suivi une piste, il s'avérait qu'elle menait dans l'impasse, mais le cumul de l'instruction en France, le cumul du travail des enquêteurs, plus les nouvelles archives, finalement, donnent non pas un palimpseste d'hypothèses, une sorte de chaos dans lequel on peut se perdre, mais vous pouvez raconter, sans mettre au conditionnel, du début à la fin. Donc, du début, ça veut dire du début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez même les fils d'actualité, puisque quand vous remontez aux accords d'Abraham, vous voyez qu'il y avait une entente secrète entre le Maroc et Israël. Vous voyez l'affaire Pegasus avec le spyware dans la téléphonie. À nouveau, cette affaire triangulaire, une entente entre le Maroc et Israël au détriment de la France. Donc, vous avez toutes les fils. Finalement, vous avez une mosaïque entière. Il y a des milliers d'éclats d'émail, des éliges, et il faut les mettre en place. Et aujourd'hui, l'image est parfaite. Oui, alors vous allez répondre à ces questions dans cette émission. Les questions fondamentales. Qui a fait tuer Ben Barka? Est-ce que c'était prémédité? Qu'est-il advenu de son corps? Vous pouvez répondre à toutes ces questions, et vous répondez à toutes ces questions dans le livre. Une à une, on peut y aller. Oui. Alors, on est le 29 octobre 1965, devant la brasserie Lippe à Paris. Mehdi Ben Barka, opposant au roi Hassan II du Maroc, est à Paris à ce moment-là. Il a rendez-vous à l'Élysée le lendemain avec le général de Gaulle et il disparaît. On ne sait pas s'il a rendez-vous avec le général de Gaulle, il a rendez-vous à l'Élysée, peut-être avec le secrétaire général. Mais vous avez raison, la raison essentielle de sa présence à Paris n'est pas le film qui est finalement un prétexte, c'est pour lui secondaire. Donc il se trouve pour le rendez-vous devant la brasserie Lippe, il est interpellé par des policiers authentiques français, il est il suit les policiers, il va dans la banlieue parisienne, à une quarantaine de kilomètres, à Fontenay-le-Vicomte. C'est là où d'habitude c'est fondu en noir, le rideau tombe, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Nous savons qu'il était venu essentiellement pour son rendez-vous à l'Élysée, qu'il suit les policiers parce qu'il pense qu'il a un important rendez-vous, il croit que les policiers vont l'emmener. Et finalement, nous avons le récit que par la suite, il est détenu chez Georges Bouche-Sèche, le chef d'un gang de truands. Et il y a deux équipes que les Marocains ont mises en place pour s'emparer de Ben Barka. D'un côté, des truands français, sont un peu des pieds nickelés. Paris va être la 5e tentative pour s'emparer de Ben Barka. Et à côté,
le Mossad, qui depuis mars 1965, donc 6 mois avant l'enlèvement, 5 mois avant l'enlèvement, est également sollicité par les Marocains. Et là, c'est des pros. Et eux, ils doivent pister Ben Barka, qui parcourt le monde entier. Les Marocains n'arrivent pas à savoir où il se trouve à quel moment. Et donc, le Mossad commence par repérer Ben Barka et glisse de plus en plus vers une collaboration qui devient finalement opérationnelle parce qu'en septembre 1965, il y a un sommet arabe à Casablanca et Hassan II autorise le Mossad à placer des écoutes à la fois pour la plénière, donc à la préfecture où se tient la conférence, mais aussi dans des hôtels, dans certaines chambres, où donc Israël va apprendre la fragilité, l'impréparation du monde arabe pour lui mener la guerre. Et 21 mois plus tard, Israël va déclencher la guerre des 6 jours sur la base de ces informations. En échange de ce cadeau d'informations, le Mossad est prêt à aider les Marocains et finalement, il va être clé dans la disparition du corps qui fait finalement le mystère, l'énigme de l'affaire Ben Barka. C'est le Mossad qui achète les pelles pour l'enterrer, c'est le Mossad qui fournit une planque à Paris, c'est le Mossad qui donne la pince pour enlever les dents au corps pour qu'il ne se dissolve plus sans laisser de traces. Le Mossad est impliqué aux premiers ordres sans jamais toucher Ben Barka. Oui, donc vous dites, qu'est-il arrivé donc après l'enlèvement à Ben Barka? C'est-à-dire, au fond, quand est-il assassiné et dans quelles conditions? On a toujours cru qu'enlevé le 29, il allait être tué soit le soir même ou le lendemain. Il y avait le célèbre récit de Figon qui a été publié à l'époque dans l'Express, le journal Express. « J'ai vu tuer Ben Barka ». Donc on a cru à cela. C'était un récit de deuxième main. C'était pas Figon c'était Figon qui l'avait raconté à quelqu'un, Et finalement, l'Express, prenant quelques libertés avec la déontologie, avait fait d'un témoin indirect et qui n'avait pas vu la mort de Ben Barka, avait fait ce récit. Il est vrai que Ben Barka était détenu, mais il n'est pas mort le 29 ni le 30. En réalité, il a été enlevé de Fontenay, emmené ailleurs. Il est resté vivant jusque dans la nuit du 2 au 3 novembre. On aurait pu le sauver. On avait largement le temps de lancer des recherches. Il n'est pas mort tout de suite. Il a été détenu prisonnier. Et finalement, Glimi Ahmed Lini, numéro 2, directeur adjoint de la Sûreté nationale marocaine, part de Paris, revient à Paris et passe les 40 heures dont j'ai passé à Paris. Et finalement, dans la nuit du 2 au 3 novembre, il va dans la villa au sud de Paris où Ben Barka est détenu. Il fait semblant de le soumettre à un interrogatoire. En réalité, il est décidé à le tuer. Il l'emmène dans la salle de bain. Il a un poison fourni par les Israéliens, mais il ne s'en sert pas parce qu'il n'est pas sûr que ce soit un poison à effet immédiat. Et donc, il dit « J'utilise la méthode artisanale ». Il emmène Ben Barka, il lui pose des questions et ensuite, il lui plonge la tête sous l'eau. Il le tient comme ça, il fait le geste quand il le raconte au Mossad plus tard, quelques heures plus tard. Et donc, il le tue. Et ensuite, il est enlevé dans la voiture. Et à 15 km de là, son corps est enterré selon les consignes qu'avaient données les agents du Mossad. Et ensuite, il retourne à Paris. Et le lendemain, il rencontre dans un café un agent important du Mossad. Il lui fait le récit. Et c'est ce récit-là, raconté dans une dépêche du Mossad, que nous reproduisons dans le livre, comme d'autres documents. Oui, vous avez dit, les dents du corps vont être arrachées, son corps va être enterré pour être dissous par la pluie, c'est ça? Pour ça qu'on ne retrouvera jamais rien? Les consignes c'est évidemment très macabre et morbide. Lors d'une précédente réunion, les agents du Mossad apprennent, c'est comme des travaux dirigés, aux agents marocains, comment on fait le mieux pour se débarrasser d'un corps. Donc ils disent même comment il faut, à deux, creuser la tombe. Ils ont fourni les pelles et les Marocains suivent ces consignes. Une des consignes, c'est évidemment d'édenter le corps pour ne pas laisser des traces. L'autre, c'est de couvrir de soude caustique fournie par le Mossad le corps
pour que l'humidité de la terre et puis les pluies commencent cette œuvre pour dissoudre le corps. Et donc aujourd'hui, évidemment 60 ans plus tard, même si qu'on n'a pas la géolocalisation de l'endroit où il a été enseveli, on serait bien en mal à trouver autre chose que de l'ADN, puisque évidemment 60 ans ont passé. Oui. Et c'est une tragédie pour la famille, puisque elle aura certainement tant souhaité avoir un lieu pour se recueillir. Oui, vous êtes conscient que le fils de Mehdi Ben Barka, sur ce plateau, il y a encore quelques jours, a déclaré que tout ce que vous racontez là était des falaises, je ne sais plus quelle expression il a employée, en fait, il n'y croit pas. Vous voyez, je m'en voudrais d'avoir une polémique avec quelqu'un qui a perdu son père à l'âge de 15 ans et qui, depuis 60 ans, cherche à préserver la mémoire de son père. J'ai beaucoup de respect pour cela. Cela dit, la vérité n'est pas un héritage familial. Et quand on va sur la place publique, le mot qu'il a employé ici sur le plateau était « enfumage ». Ce n'est pas très gentil et nous ne travaillons pour personne. Ronen Bergman, pour le New York Times, ne va pas essayer d'accréditer une version qui serait favorable. On ne sait d'ailleurs pas pour qui, parce que le Mossad est plutôt gêné par ces révélations. Et comme nous aurons peut-être l'occasion de constater, les autorités françaises sont beaucoup plus mises en cause dans ce livre que d'aucun livre auparavant. Donc, je pense qu'il faut que chacun fait le respect filial pour son père, c'est une chose. Mais déjà, il y a plusieurs années, quand un universitaire tchèque, après avoir épluché le dossier de Mehdi Ben Barka au service tchèque, la STB, dont Mehdi Ben Barka était un agent attitré, lorsque ces informations sont sorties, Béchir Ben Barka a discrédité l'universitaire en disant tout ça, c'est porté atteinte à la mémoire de mon père. Nous avons rémunéré pendant une année quelqu'un qui était parfaitement bilingue, qui a travaillé pour nous à Prague, qui a épluché à nouveau tout le dossier, plus le dossier de Philippe Bernier, qui était un journaliste qui était ami de Ben Barka, et nous sommes arrivés au même résultat. Donc les faits sont têtus. Aujourd'hui, on est obligé de dire que Ben Barka reste pour son fils ce qu'il est et restera toujours pour son fils. Mais pour le public, ce n'est pas l'icône de la démocratisation du Maroc. C'était quelqu'un qui est aussi victime de sa complotite, qui a essayé de renverser le roi, de tuer le roi, qui était un agent qui a travaillé pour la STB, pour le KGB, qui a fait des offres de services, y compris au Mossad. Tout cela sur la base de documents. Sur les 550 pages de notre livre, il y a une centaine de pages avec toutes les références. Tout le monde peut vérifier ce que nous disons. Donc, il faut accepter de réviser l'image de cette icône du tiers-monde. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, nous le faisons puisque les faits nous emmènent à le faire. Oui. Et je comprends que si j'étais le fils de Ben Barka, je ne réagirais pas de la même façon, mais je pense qu'il faut éviter des polémiques parce que les faits sont là et il faut contester des faits et non pas contester des personnes. Mais aujourd'hui, quelle réaction peut avoir le Royaume du Maroc aujourd'hui à ces révélations? Est-ce qu'on est prêt à entendre ce que vous racontez? Vous pensez que c'est possible que le livre puisse sortir même, qu'on puisse le lire? Je l'espère. Le roi Mohamed VI avait fait des déclarations il y a déjà un certain temps pour dire qu'il était favorable à la manifestation de la vérité. Il s'agit de cela. Il s'agit de la manifestation de la vérité. Il ne s'agit pas de prendre des positions. Si quelqu'un est engagé politiquement, il parlera pour sa chapelle. Ce n'est pas ni le problème de Ronen, ni de moi. Nous ne sommes là que comme auxiliaires des faits. Et ce que nous avons fait, maintenant, c'est à la disposition de la justice française, puisque je vous rappelle, il y a toujours une enquête judiciaire en cours, la plus longue dans l'histoire de la France. De nombreux juges qui se sont succédés. 14e juge d'instruction. Vous dites, ils doivent s'emparer de ça? Ils ne doivent rien. Je pense qu'ils vont le faire puisque c'est de nouveaux faits qui sont à verser au dossier. Et après, ils apprécieront de la même façon au Maroc la jeunesse marocaine, la gauche marocaine qui a finalement accepté d'entrer dans un gouvernement d'alternance à la fin, en 1998, après avoir dit pendant longtemps, entre nous et le pouvoir, il y a le cadavre de Mehdi Ben Barka, chacun à la place où il est va s'emparer des faits.
et on fera des faits, mais sans les tordre, c'est-à-dire les faits resteront les faits, et ensuite vous faites l'usage que vous voulez. Oui. Et moi, je n'ai pas de leçon à donner à personne, moi je ne suis là que pour sortir les faits. Mais Mehdi Ben Barka, quand il est enlevé, est déjà sous le coup de plusieurs condamnations à mort. Oui, il est condamné à mort 2 fois, une fois pour un complot et une seconde fois parce qu'il trahit son pays en pleine guerre. Il y a la guerre des sables qui oppose le Maroc à l'Algérie. Il prend position sur la radio, notamment du Caire, pour prendre le parti de l'Algérie. D'ailleurs, c'est le début où il commence à être en perte de vitesse et en perte de popularité dans son pays, y compris, nous révélons ça dans des documents, donc c'est attesté aussi par des écrits, à l'intérieur de son parti, une fois qu'il est exilé, on dit Mehdi Ben Barka, maintenant, doit s'occuper uniquement des affaires du tiers-monde, la solidarité internationale. Il est marginalisé. C'est vrai qu'il engage une fuite en avant. Et c'est pour ça qu'il demande, y compris au service tchèque, de l'aide financière et de l'aide militaire pour renverser Hassan II. Très important. Et ça, Hassan II l'apprend. Hassan II l'apprend à l'automne 64. Et c'est à ce moment-là, alors que Mehdi Ben Barka est un opposant de longue date, mais c'est au moment où il apprend que Mehdi Ben Barka est un guerrier de la guerre froide et cherche des appuis à l'extérieur pour le renverser, qu'il dit il faut s'en emparer. Il dit d'abord... Il dit il faut s'en emparer. Oui, il ne dit pas il faut le tuer. Attendez, à l'automne, nous n'avons pas le verbatim de ce qu'il donne comme instruction. Donc il demande à Dlimi et à Oufkir de s'emparer de Ben Barka. Rien ne se passe et 6 mois plus tard, précisément en mars 65, il y a les émeutes de Casablanca. Et là, il y a une réunion et au sortir de cette réunion, puisqu'ils n'ont toujours pas réussi à enlever Ben Barka, il y a un écrit qui dit, et c'est rédigé en anglais, c'est dans une dépêche du Mossad, les Marocains nous demandent à les aider, ils ont décidé to kill, de tuer Ben Barka, ils ont accepté toutes les conséquences qui peuvent en découler. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté. Oui. Le roi a dit, il faut le tuer. C'est le roi, vous dites, c'est Hassan II qui a demandé. Il n'y a personne d'autre, tous les Marocains le savent, personne d'autre ne peut décider de la mort de Ben Barka, sinon le roi. Oui. C'est une décision que ni Oufkir ni Dlimi ne peuvent prendre. D'ailleurs, ils disent, c'est sur commande, sur ordre d'eux que nous agissons, et ils demandent au Mossad de les aider. Comme je disais, c'est d'abord un repérage, et par la suite, après les écoutes du sommet de Casablanca, où donc Hassan II a trahi ses invités, ses frères arabes, qui parlent en pensant être en confiance, et finalement tous leurs propos sont transcrits et donnés aux Israéliens. Les Israéliens, en contrepartie, ne peuvent pas compromettre leurs relations qu'ils ont avec les Marocains, relations confidentielles, secrètes à l'époque, et donc en contrepartie, ils s'engagent de plus en plus dans cette poursuite de Ben Barka. Mais finalement, c'est la filière des truands qui enlève Ben Barka, et une fois que les Marocains se trouvent avec ce prisonnier encombrant sur les bras à Paris qu'ils veulent tuer, ils font appel au Mossad qui rapplique d'art pour leur donner tous les outils et tous les conseils qui leur permettent le crime parfait, puisque c'est finalement la disparition de Mehdi Ben Barka qui fait tout le mystère de l'affaire. Oui, mais alors le rôle de la France du général. À ce moment-là, d'abord, dans un premier temps, les Marocains, selon vous, ont demandé à la France de s'occuper de Ben Barka. À l'automne 64, la première demande est en effet faite au SDEC, c'est-à-dire au service secret français, qui ne réagit pas. Et donc, déçu, finalement, le Maroc se tourne vers le Mossad. Mais la responsabilité de la France, jusqu'à présent, vous vous souvenez, De Gaulle, lors de la conférence de presse, il dit « c'est dû à mon inexpérience ». Et toute la salle rit, et ça passe. L'implication de la France, soi-disant, n'était que subalterne. Et on fait comme si seulement le SDEC, les services secrets, étaient impliqués. Or, cette implication était marginale. La vraie implication, c'est que les truands avaient été mis sur table d'écoute et une filière qui commence avec Maître Lemarchand, qui est une barbouze, qui passe par les RG, ensuite le préfet de police Papon et ensuite le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et qui va jusqu'à Georges Pompidou, à l'époque Premier ministre, plus tard successeur du général. Toutes ces personnes sont au courant du projet d'enlèvement, je ne peux pas dire d'assassinat, du projet d'enlèvement de Ben Barka.
on ne fait rien, on surveille l'affaire, on la suit de loin. Donc le général est au courant? Non, le général n'est pas au courant. C'est fait comme une faveur faite à Hassan II. S'il veut s'emparer finalement d'un opposant, qu'il le fasse comme la France avait récupéré le colonel Argout auparavant en Allemagne 18 mois auparavant. Donc, c'est une fleur faite au roi. De Gaulle n'est pas au courant, il pique une vraie colère, il veut sévir, il veut punir. Oui, il est réellement furieux. C'est pas du cinéma, il est furieux de la disparition de Ben Barka. Pendant 6 semaines, on lui a enlevé son hôte sur le pas de la porte. Il est furieux. Et pendant 6 semaines, il n'y a pas un conseil des ministres où il ne tolère pas, il coupe Pompidou, il veut virer Frey, il veut sévir. Et là, on lui fait comprendre, on vous a sorti du désert, on vous a mis au pouvoir, vous ne pouvez pas punir vos barons. Et c'est Jacques Faucard, l'homme le plus proche, l'homme de l'ombre du régime, qui vient le voir et qui lui explique... L'homme du SAC, du service d'action civique. Qui est secrétaire général chargé des affaires africaines et des services à l'Élysée, Jacques Faucard, qui lui dit « Vous ne pouvez ni virer le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, où il reste en place, parce que ça voudrait dire il avait les transcriptions des écoutes comme le Premier ministre, donc si lui partait, le Premier ministre devait partir aussi, le futur successeur du roi. » Donc, De Gaulle comprend, il ne peut rien faire. Très intéressant, quand il meurt, De Gaulle, son épouse, qui évidemment sait que c'est une blessure intime, pendant 3 jours, elle ne prend pas Hassan II au téléphone. Et Hassan II se venge. Il envoie, pour se recueillir sur la tombe du général qui, l'assassin de Ben Barka, Ahmed Limi. Oui, oui. Ce qui est incroyable dans cette affaire, Stephen Smith, c'est que c'est dans la guerre froide, c'est qu'il y a effectivement la guerre des 6 jours bientôt, c'est qu'on est 2 ans après l'assassinat de Kennedy, on est dans un contexte de la Ve République en France extrêmement, presque insurrectionnel, avec les services d'action, avec un certain nombre d'éléments qui font penser que ce régime est en proie à la menace d'être renversé. On est dans un contexte extrêmement tendu et l'affaire Ben Barka est comme un détonateur de tout cela. Oui, c'est un prisme, mais pour nous, l'idée aussi de faire un livre aussi épais, c'était de restituer le contexte dans 3 pays. C'est un miroir d'une époque des années 60 qui reste d'actualité. Miroir d'époque au Maroc, indépendance, question monarchie constitutionnelle ou monarchie absolue, finalement monarchie absolue. Et dès Mohamed V, pas seulement lorsqu'Hassan II arrive au pouvoir en 61. Contexte en France, régime qui sort d'une insurrection qui a ses propres origines insurrectionnelles. La première élection présidentielle au suffrage universel qui va donc confirmer le général de Gaulle à la place où il s'est installé à la faveur des circonstances en Algérie, c'est 65. C'est quelques semaines après l'enlèvement de Ben Barka. Contexte en Israël, un parti unique au pouvoir, le Parti travailliste, l'implication du Mossad fait débat. Il y a une guerre de chefs successeurs et prédécesseurs du Mossad, mais on règle ça en interne. Il y a une commission d'enquête et c'est les documents de cette commission d'enquête que nous récupérons qui sont restés dans les coffres-forts des premiers ministres qui sont succédés. Et quand finalement il y a alternance au pouvoir, c'est sorti de ce coffre-fort et une chaîne de personnes ont veillé sur ce trésor jusqu'à décider un jour que la vérité devait se faire. Nous avons bénéficié de cette vérité-là. Donc je ne clame même pas que c'est un mérite, c'est d'abord aussi un peu de chance. Oui, c'est vrai. Et vous l'avez déjà dit, le portrait que vous faites de Mehdi Ben Barka n'est pas celui que l'histoire a peut-être voulu bâtir, de même que le portrait que vous faites du roi Hassan II n'est pas forcément celui que l'histoire a voulu bâtir. Non, je ne suis pas là pour juger des personnes. Je reprends à mon compte peut-être ce que François Mitterrand a dit au sujet de Hassan II. Il était inutilement cruel, disait-il. Si je regarde ce que je suis amené à faire, je regarde l'œuvre d'un dirigeant, je constate que Hassan II était un grand roi. Au moment de la guerre des Sables, il arrête à temps, contre l'avis de ses généraux qui veulent avancer et pousser plus loin leur avantage, il arrête la guerre. À bien des égards, il prend des décisions qui sont des décisions qui sont dans l'intérêt de sa nation. Maintenant, sa décision d'assassiner un opposant, fût-il agent du bloc de l'Est... Fût-il aussi en passe de le renverser. Bien sûr, il y a tout ça. Ben Barka cherche à tuer le roi.
le roi tue Ben Barka. On peut le résumer à cela, mais on ne peut pas justifier un assassinat politique. Je passe même sur les aspects sordides. L'idée préméditée d'éliminer un opposant est évidemment justifiable par rien, et je reviens à inutilement cruel. Il essaye d'attirer Ben Barka au Maroc pour le faire entrer soi-disant dans un gouvernement d'union nationale. Donc il y a ruse, il y a feinte entre les deux hommes. Ben Barka sait très bien, il connaît trop bien son ancien disciple au Collège Royal à qui il a enseigné les mathématiques. Voilà, il a été le professeur de mathématiques du Ils ont une relation roi. personnelle. Et Ben Barka joue son jeu, le roi joue son jeu. Hélas, pour Ben Barka, ça se termine très mal. Oui, mais comment on peut l'expliquer? Ben Barka est aguerri de cette situation. Vous l'avez décrit. Hein. Est-ce qu'il s'est laissé piéger? Je ne veux pas entrer dans une sorte de comparatif entre les deux protagonistes. Le fait est aussi que le roi, à la place où il est, il peut faire appel à la France, il peut faire appel au Mossad, il peut faire appel... Vous voyez, la disparition du pouvoir est grande. Mehdi Ben Barka est un homme très impressionnant, la dynamo, plein d'énergie, avide d'apprendre des choses. Il devient, et c'est très important, un des leaders de la tricontinentale. En janvier 66 doit se tenir, et se tient finalement en son absence, une conférence où le tiers-monde veut se donner une armée pour intervenir partout contre l'impérialisme. Donc lui aussi avance ses pions avec beaucoup de succès. C'est un homme impressionnant. Je pense que sur le plan personnel, c'était aussi un homme très agréable. Tout le monde en atteste. Donc nous ne cherchons pas à le pousser du piédestal. Il mène un combat, il y a un champ des possibles, il fait ce qu'il peut dans des conditions géopolitiques de la guerre froide. Le roi fait la même chose en face. Il se trouve que le roi a le dernier mot. Oui, mais comment peut-on expliquer, Stephen Smith, 60 ans après, on est 60 ans après cet enlèvement, ce fameux 29 octobre 1965, que cette affaire comment dire, fascine encore autant, que le mystère que vous levez, dites-vous, que ce mystère soit encore autant fascinant pour tous. Il est fascinant parce que finalement, l'actualité, c'est aussi ce que nous avons vu au fil du travail. Nous avons travaillé 5 ans sur ce livre, la rédaction pendant 1 an. L'actualité n'est pas un écran plat, comme on pense. Si vous voyez maintenant la profondeur, vous voyez par exemple que la relation secrète entre le Maroc et Israël, ça donne finalement la reconnaissance officielle des accords d'Abraham. Le Maroc reconnaît officiellement ce qu'il pratique depuis longtemps, clandestinement. Vous voyez aussi que l'affaire dont je parlais, Pegasus, est à nouveau une connivence entre le Maroc et Israël au détriment de la France. Donc il y a toujours un champ beaucoup plus profond, et cette affaire, c'est d'ailleurs un mot de Georges Pompidou, finalement qui devient le successeur et qui savait que Ben Barka allait être enlevé. Là, les responsabilités sont de l'autre. Il dit « Ne croyez pas que l'affaire Ben Barka est finie ». Elle est toujours d'actualité. Oui. Et donc, elle est, et on arrive à comprendre, y compris les relations entre le Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui, quand on a cette vision qui fait de l'actualité quelque chose avec une troisième dimension, quand on connaît le passé. Et nous avons été passionnés à raconter cette affaire, qui est en quelque sorte un fait géopolitique, un fait divers géopolitique qu'on peut raconter comme une histoire qui lie 3 pays, le Maroc, la France et Israël. Oui, Pompidou disiez-vous que l'affaire Ben Barka n'est pas finie. Est-ce que vous pourriez dire, là, aujourd'hui, avec ce livre, vous dites que l'affaire Ben Barka est finie? Oui, elle est finie dans le sens que toutes les grandes questions, on les a regardées. Qui a tué Ben Barka? Dans quelles circonstances? À quelle date? Comment est-il mort? Quels étaient les États qui étaient impliqués? À toutes ces questions, nous avons répondu. Qu'est advenu du corps? Nous le savons aussi. Hélas, pour la famille, on ne peut pas lui offrir un lieu de recueillement. Et donc, le fantôme de Ben Barka, malheureusement, hantera toujours le boulevard Saint-Germain. Mais 60 ans après la mort de Ben Barka, de toute façon, du corps, on n'aurait rien trouvé. Donc, toutes les questions sont résolues aujourd'hui. L'affaire peut être, à mon avis, classée comme une affaire, comme une énigme, et reste une affaire ouverte dans le sens que les conséquences de ce qui s'est fait, la profondeur de ce champ dont je parlais, ça, c'est toujours là et nous aide à comprendre l'actualité parce que nous avons enfin compris le passé. Oui, vous seriez prêt à être entendu par la justice, l'enquête qui est toujours en cours. C'est à la justice de décider. Oui. Il y a une juge d'instruction à Paris, la 14e juge d'instruction. Elle mène son enquête pour savoir qui a tué Ben Barka. Aujourd'hui, on peut le lire.
Merci beaucoup Stéphane Smith. Ça s'appelle L'affaire Ben Barka, donc la fin des secrets chez Grasset, vous l'avez compris. C'est un livre absolument incroyable. C'est un polar, c'est un suspense. On le lit, on ne décroche plus parce que voilà, c'est une affaire hors norme que vous nous révélez. Merci beaucoup Stéphane Smith. Merci à vous.